centre hospitalier de Montfavet à Avignon. Alors je suis actuellement avec notre ami Giuseppe Martonnet. Là, il a une bombe entre les mains, hein. C'est un scoop que je vous délivre. Alors c'est à l'occasion, tout bêtement, hein, tout simplement, d'une inauguration dédiée à notre magnifique Camille Claudel. Et jamais un tel hommage ne lui avait été rendu, et ça depuis des siècles. Moi je suis ravi des siècles. Enfin, on a l'impression qu'elle est partie depuis tellement longtemps. Hélas. Bon, alors c'est un hommage particulier parce qu'on sait dans quelles conditions, bien entendu, elle a terminé sa vie ici, parce que cet endroit hospitalier, c'est plus un asile qu'autre chose. Elle n'avait pas du tout la qualité requise pour être enfermée dans cet endroit, mais voilà, il a fallu que quelques individus malfaisants la contraignent à venir ici pour qu'elle y termine sa vie, malgré toutes les requêtes qu'elle a pu effectuer. Et je suis donc avec Giuseppe Martonnet, qui a suivi cette affaire depuis très longtemps. Alors, je vous signale que ce monsieur qui est en face de moi est un livre d'histoire à lui tout seul, mais pas que ça, puisque il a consacré une partie de sa vie à Monsieur Rodin, et donc par conséquent à Camille Claudel elle-même, et que ce monsieur qui est là, qui est né en Italie, oui. Qui habite dans la région lyonnaise avec un talent fou, il nous parle un excellent français, bravo. Bravo pour cette requête, cette recherche. Alors ces documents explosifs, vous pouvez nous en parler ? Merci à vous. Oui, alors la naissance de cette sculpture et la découverte. Oui, allez, on y va, on fonce. Alors, la découverte, donc, j'ai fait de nombreux voyages en Toscane pour ce que je suis aménageur, constructeur et urbaniste pour des projets de construction. Mais vous voulez dire un peu architecte, quand même, un petit peu ça. Absolument. Je me suis consacré aussi aux demeures et au patrimoine de France, dans les demeures du XVIIe. Ce qui m'a intéressé surtout dans l'histoire des 2000 ans d'histoire de Lyon, qui était donc la deuxième ville après Rome, c'était le côté historique. Du côté de Fourvière, Saint-Jean, par là. C'est ça. Et donc j'ai réhabilité une partie du Vieux-Lyon. Ouais, sympa. Voilà, et je me suis consacré donc à la Renaissance italienne, ce qu'ils ont apporté à cette époque-là. Et je précise, entre parenthèses, que Lyon, à la Renaissance italienne, concurrençait Londres. D'accord. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était féru d'histoire, hein, il a rigolé, mais c'est vrai. Une chose qui est importante, et je tiens à le dire maintenant, je suis un gars adoptif. Je suis arrivé en 57 à Lyon. Mon père était maçon, et mon oncle aussi. La première construction que nous avons réalisée, c'est sur les collines de Fourvière. De Fourvière, bravo. La cité romaine. Ouais. Voilà, on y arrive, enfin, c'est foutue histoire, là. Hein. Le fameux musée gallo-romain. D'accord. Les plus importants d'Europe pour l'époque, intégré à la colline. Et moi, j'avais à l'époque 7-8 ans, je crois. J'apportais le casse-croûte à mes parents, à mon père. Et vous les observiez pendant ce temps-là. J'observais le travail, mais alors ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque coup de pioche qu'il donnait, il tombait sur des sculptures romaines. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Je faisais des yeux. Vous êtes marqué par le destin, vous. Alors, j'ai des yeux. Et donc, tout ça, ça m'a poursuivi, donc, dans toute. Et je n'ai pas pris l'option de construction parce que ce qui construisait à l'époque, c'était du bétonnage intensif. Donc, je me suis plutôt consacré à la Renaissance italienne. Même à la restauration, non ? Réhabilitation des Réhabilitation, de France. c'est bien. Et je réintégrais des œuvres de la Renaissance. Vous entendez ce petit accent derrière ? C'est vraiment lyonnais. Hein. En tirage dans les hôtels particuliers. Et puis donc, j'ai pris quelques années sabbatiques. Parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà, mais dites-le. Voilà, dites-le, vous avez gagné beaucoup d'argent. Et c'est peut-être que là, c'est à ce moment-là que vous êtes retourné, mais je quand même, je vais finir parce que le bouquin qui va sortir, que j'ai... Oui, alors attendez, parce que avec Giuseppe, ça part dans tous les sens. Alors on va essayer de remettre l'équilibre, le fil. Non, alors racontez-nous d'abord votre voyage en Italie. En Italie, donc j'ai fait la connaissance d'un vieux monsieur qui est une famille de sculpteurs, qui est donc sur le tour de Carrare. Alors attendez, ça remonte à quelle année, ça ? En 2004. En 2004. Ouais. Et il m'a pris par la main, il m'a dit, tu sais, Giuseppe, c'est pas les Romains qui ont commencé donc l'excavation du marbre, mais bien avant les Romains, il y avait les Étrusques. Et il m'a pris par la main et il m'a fait visiter toutes les carrières à Carrare. Vous vous rendez compte quand même cette chance inouïe que vous avez eue là ? Attendez, vous allez voir le reste. Et donc, je suis donc, on a sympathisé. Il y a une communion entre lui et moi. Et dans les chaleurs de Carrare, parce qu'à Carrare, il y a le marbre, mais il y a aussi la mer. Non ?
la mer. Donc, Ah oui, les d'accord. plages. D'accord. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a, Vous vous rendez compte, prendre un bain de mer en face, hein, Et donc, c'est quand un même jour, extraordinaire. Dans les carrières de Carrare. Je déjeunais donc sur la terrasse à Carrare, et donc il me dit il faut que je te parle, il faut que tu viennes me voir, j'ai donc quelque chose à te montrer. Je dis qu'est-ce que tu veux me montrer? Alors comme tous les sculpteurs, au centre du village de Carrare, ils ont tous leurs petites boutiques, c'est pour vendre des choses aux touristes. Je dis mais moi je suis pas un touriste, c'est pas la peine. Je dis je vais pas venir t'acheter des trucs. Et il me dit non, il faut que je te montre quelque chose, il faut que tu viennes, c'est quelque chose d'important. Et il me montre ce plâtre. Il me dit voilà, je détiens ce plâtre qui était dans l'atelier. Alors attendez, on va essayer de reconstituer la chose. Mais au départ, c'est pas votre métier. Non. Non, alors comment vous pouvez apprécier ce plâtre sans savoir s'il est vrai, s'il est faux, s'il est authentique? Comment vous faites? C'est votre expérience. Comment que ça fonctionne dans votre tête? Moi, je travaillais dans les reproductions d'œuvres de la Renaissance pour décorer les hôtels particuliers. Et je travaillais avec des praticiens. Ah, voilà, vous avez eu l'œil, là, directement, donc. J'en ai parlé à mon ami praticien, et il m'a dit, mais nom de Dieu, c'est un Rodin. Et je dis, ah bon? Je dis, oui, il faut absolument que tu Alors, là, mes chers amis auditeurs, c'est là où commence l'aventure du siècle qui relève, en quelque sorte, j'allais dire, d'un grand circuit d'espionnage et de secrets d'État. Racontez-nous ça. Donc, ce sculpteur ne souhaitait pas se défaire de dessaisir de ce plâtre, parce qu'il y tenait, d'autant plus qu'il avait Il en connaissait la valeur ou pas? Ben, évidemment. Entre parenthèses, Anne Paris avait envoyé des éminences il y a une quinzaine d'années pour acheter ce plâtre. Ah, donc ça veut dire que ce plâtre était déjà connu. Anne Paris, c'est donc la nièce de... Oui, oui, absolument, mais ce plâtre était connu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il le savait. Lui-même, le sculpteur, m'a dit qu'il y avait il avait reçu la visite d'émissaires français pour Camille. Bon. Mais ce plâtre n'a jamais quitté Carrare pour des raisons... Voilà, monnaie. Alors je voudrais vous faire le geste à la radio, mais malheureusement vous ne l'entendrez pas. Alors imaginez que vous avez un tour de main à faire entre l'index et le pouce. Voilà, ça veut dire monnaie, comme chantaient quelques-uns. Et je lui dis, écoute, moi je suis intéressé donc à acheter ce plâtre. Il me dit, le jour où tu prendras la décision, tu m'appelles et je viens. Et donc un soir il m'appelle. C'était aux alentours de 10h30, 11h. Il me dit, je suis décidé parce que je me fais un peu vieux et j'aimerais bien que mon fils prenne la relève. Et on est un peu à l'étroit et j'aimerais lui construire un grand atelier sur les hauteurs de Carrare. Il voulait dire qu'à ce moment-là, le plâtre a été vendu, c'est vous qui l'avez acquis. J'ai réussi à le convaincre de me vendre le plâtre pour qu'il réintègre le patrimoine national français. Alors comment on fait là? Vous repartez avec le plâtre sous le bras? D'abord, on a été obligé non pas d'aller à Carrare, mais avec le blé. Là, il faut trouver l'argent, quoi. Voilà. Donc j'ai des amis financiers qui m'ont aidé, bien évidemment. Ah, il avait tout claqué avant. Qu'est-ce que vous voulez? Il était parti en vacances? Non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que cette affaire m'a donné beaucoup de joie, mais également des tourments. Des tourments qui ont marqué une partie de ma vie. Oui, parce que vous avez été meurtri. Enfin bon, racontez. Voilà. Certains, donc, je veux dire... je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Non, peut-être j'en parlerai pas là. Je le dirai sur la sortie du livre. Je pense qu'il vaut mieux effectivement attendre un petit peu. Ouais. Alors mes chers auditeurs, il s'agit, je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, d'un scoop vraiment explosif. Ça ne veut pas dire que vous devez vous éloigner de votre télévision, de vous éloigner de votre site internet, de vous éloigner de la radio. Non, ça ne va pas exploser là, c'est dans les termes que ça peut exploser. Alors, les enfants peuvent écouter, mais enfin, ça ne va pas les intéresser. On continue. Alors, on en était où? On en était, alors on va suivre le fil, on en était qu'on ne va pas tout dire. On va pas tout dire. Je dirai le reste dans mon livre qui sortira avant la fin de l'année. Alors, c'est un roman d'espionnage. Alors, j'ai des témoins ici, au cas où. Je ne vais pas donner leur nom, mais ils se reconnaîtront. Bon, il y en a un que vous connaissez parce qu'il est toujours avec nous. C'est notre photographe, ingénieur qui est là. C'est Jean-Jacques, mais je ne dirai pas son nom. Et puis un autre, voilà, c'est le témoin mystère. Ça, c'est important d'avoir un témoin mystère en quelque sorte dans un roman policier. Hein, voilà, c'est toujours très bien. On a reconnu ta voix. Hein. Bon, alors Giuseppe... J'écrivais des romans.
Non, non, attendez, on va pas s'égarer. On va pas s'égarer. Oui, oui, il en écrit, mais dans sa tête. On continue. On continue. Bon, Giuseppe, alors maintenant, là, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous repartez, là? Et je repars. Vous repartez à Lyon, Oui, vous je restez repars, sur Avignon? Je repars, donc à mes obligations. D'accord. C'est des projets importants, parce que... Vous n'êtes pas, votre téléphone n'est pas mis sous écoute, sur écoute, hein? En parenthèse, oui, je repars pour mes obligations. D'accord. J'ai des projets importants que Alors, j'aimerais... revenons à l'œuvre proprement dite. Ici, aujourd'hui, c'est vous qui avez réalisé avec Sylvie ce que nous avons vu avec vos propres mains. C'est-à-dire que, du coup, vous avez retravaillé la matière. On a retravaillé la matière pour l'agrandir, comme font tous les sculpteurs. Bien sûr. Vous faites un prototype, vous l'agrandissez en argile, aux cotations. En faisant des boules, hein. Voilà, des petites boulettes. Des petites boulettes en argile. Mais alors attendez, parce que ça, on n'a pas assez dit, parce que finalement, bon, il découvre une œuvre, mais bon, ça c'est quelque chose. Il vient, on l'a dit tout à l'heure, il fait un autre métier, puis d'un seul coup, il met les mains dans la pâte. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire que j'ai eu la passion quand j'ai. C'est un challenge. Écoutez-moi, quand j'ai appris que c'était l'œuvre majeure du grand maître, je l'ai considérée aussi puissante que celle de Michel-Ange, la Pietà, qui est à Saint-Pierre. Oui, absolument. Sur le plan anatomie et sur le plan artistique. Oui, mais enfin, vous m'avez fait une confidence tout à l'heure, vous m'avez dit que Camille Claudel avait bien dépassé le maître. Effectivement. Et je suis convaincu qu'elle a travaillé avec lui à cette œuvre. Et nous sommes convaincus aussi que si elle a été enfermée, c'était avec l'approbation, le consentement, comme vous voulez, non seulement de sa mère, de son frère Paul, mais également de Rodin, parce que il y avait trop d'enjeux, Puis, en tout cas, n'oubliez pas que lui, il allait y perdre un petit peu la renommée, la notoriété, hein, puisqu'elle était meilleure que lui. Mais enfin, c'est un autre sujet. Je crois que vous avez suffisamment aiguisé l'attention et l'éveil et l'intérêt de nos auditeurs, parce que ce roman policier, que tu vas peut-être écrire un jour, je n'en sais rien, ce roman policier, en tous les cas, il est formidable. Donc allez, écoutez, moi je vous embrasse, je vous aime parce que vous êtes des auditeurs patients et formidables. Merci, c'était Pierre-Patrick, évidemment, vous le savez, hein, pour Fresnes Radio, puis pour Tête d'Ail Art Média. Évidemment, cela sera relayé par l'écrit dans le journal Regard. Je vous aime, je vous embrasse, et je dis à très bientôt à notre ami Giuseppe. On l'applaudit, Giuseppe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci.